de Mario Fresia e lo professor de Juan Consena. Siamo di voi. Donc l'idée, c'est d'avoir deux types de commentaires. D'abord, avant qu'on va ouvrir le débat avec le public, je passe d'abord la parole à Marion Fresia, qui est professeur en ethnologie ici à l'Université de Châteauroux. Un grand merci Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, je crois. Voilà, merci et bonsoir à tout le monde. Donc, j'étais en train de remercier Estelle Dallouin, que je connais depuis relativement longtemps maintenant, pour son intervention très très riche. Et il y a vraiment matière à rebondir. En même temps, le temps passe, donc je vais essayer d'être relativement rapide pour surtout laisser de l'espace au public et donc peut-être de faire juste deux ou trois commentaires et puis ensuite je passerai la parole à Laure Clotzer pour une série peut-être de questions aussi qui permettra d'ouvrir le débat et de vous permettre ensuite de poser des questions. Voilà, alors peut-être une première remarque plus qu'un commentaire, c'est pour nous aider aussi à ramener peut-être tout ce que tu as dit dans le contexte suisse. C'est de dire que comme tu l'as constaté, je pense, à moins de me tromper, qu'il y a encore peu d'études sur ces questions précises en Suisse, mais qu'on a quand même un certain nombre d'indicateurs qui semblent dire que la tendance que tu as observée où la preuve par le corps prend une importance quand même relativement grande se retrouve aussi dans le contexte suisse. En tout cas, le peu d'études à ma connaissance qui sont intéressées à ces questions tendent à attester qu'on est un peu dans un processus similaire avec un accent très fort qui est mis sur la vulnérabilité et sur le corps pour pouvoir administrer la preuve de ces demandes d'asile, avec aussi des admissions provisoires qui se font sur des motifs humanitaires qui prennent une ampleur de plus en plus importante depuis en tout cas les 20 dernières années. Et même dans les cas d'octroi de l'asile, donc du statut de réfugié en tant que tel, on cherche aussi à des traces finalement de la persécution dans le corps. Donc on retrouve ces phénomènes. Après, là où peut-être dans le public il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de l'asile et dans les secteurs associatifs, je me demandais jusqu'à quel point on retrouve en Suisse aussi ces controverses et ces débats dont tu as retracé un peu la trajectoire en France sur finalement les problèmes à la fois politiques, éthiques et pratiques que pose ce recours de plus en plus systématique aux certificats médicaux. Donc voilà, on serait très intéressé, je pense, pour rebondir sur le contexte suisse, pour savoir si dans les milieux associatifs et médicaux en Suisse, on retrouve ce type de débat. Et j'ai trouvé particulièrement passionnant et intéressant de voir la richesse des controverses que ça produit en France et la réflexivité finalement énorme que les professionnels de la médecine associatifs ont sur ces questions-là et qui finalement produisent eux-mêmes leurs propres critiques, presque de manière aussi aboutie qu'un sociologue le ferait. Ce qui m'amène aussi quelque part à me demander, toi en tant que chercheur, quelle position tu occupes par rapport à cette critique très fine qui est produite par les acteurs eux-mêmes finalement en termes de positionnement, de distanciation. Donc ça, c'était une première série de remarques. Qu'est-ce que j'avais noté ? Une deuxième série de remarques rapidement, c'est aussi que je trouve que ton propos illustre à merveille à quel point la procédure d'asile n'est pas seulement le fait décisionnel de l'État ou de l'acteur étatique, mais qu'on est dans une procédure pluriacteur dans laquelle intervient des ONG, des associations, des experts, des professions libérales, et qui tous finalement influencent l'issue d'une demande et qui quelque part fait de cette procédure d'asile un processus très fragmenté aussi, en quelque sorte. Et si on s'en réfère en tout cas au rôle des associations et des ONG, on voit à quel point elles agissent à différents niveaux. En même temps, elles influencent et elles permettent de faire émerger des nouvelles catégories d'ayants droit, enfin des nouvelles catégories de vulnérables, comme tu l'as bien montré pour les victimes de traumatismes. Et donc elles font émerger des nouvelles catégories qui sont susceptibles de recevoir une admission provisoire ou un statut de réfugié. Et puis elles opèrent des formes de sélection aussi en amont, puisqu'elles vont sélectionner aussi
les histoires, les trajectoires, les récits des requérants d'asile dont elles pensent qu'elles ont le plus de chances d'aboutir dans une procédure. Donc elles sélectionnent et puis elles traduisent les récits en permanence pour les rendre audibles, et finalement elles produisent des preuves au nom d'une expertise, enfin au nom d'une autorité qui se veut, qui est celle de l'autorité de l'expert. Et donc voilà, je trouve juste intéressant de noter à quel point la procédure d'asile se construit en réseau à travers l'intervention de ces différents acteurs qui à chaque fois vont opérer des processus de sélection et de traduction, hein, finalement. Et puis voilà, je pense qu'un dernier élément, c'est cette espèce de contradiction un peu étonnante finalement, où d'un côté on a l'impression qu'il y a une forme de fétichisme assez important de ces documents qui apparaît partout. On s'attend à ce que dans les dossiers, il y ait des certificats médicaux, mais en même temps, malgré ce fétichisme, ça reste pas un élément décisif non plus, comme tu l'as bien dit, des décisions d'octroi du statut de réfugié. C'est un élément parmi d'autres. En tout cas, ça va varier en fonction des positionnements des juges. Et donc, il y a cette espèce de tension-là entre fétichisme d'un côté et en même temps, on le relativise, voire on se met même à soupçonner aussi. Enfin, il y a aussi un soupçon vis-à-vis de ces preuves, de cette expertise médicale qui petit à petit s'affirme. Donc je crois que j'arrêterai là pour 2-3 commentaires. Et les questions, on s'était un peu réparti les rôles, ce sera plutôt Laure aussi qui les posera. Oui, ça marche. Alors, je crois juste une question, en fait, vu l'heure et pour pouvoir discuter. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Et je trouve que tu fais un travail vraiment très pionnier avec ces associations depuis très longtemps, en fait, sur cette procédure multi-acteurs dont a parlé Marion. Et la question que je me posais, c'est que, voilà, je t'ai demandé avant si je pouvais aborder publiquement cette question, mais tu m'as répondu oui. Donc, je sais que tu as par ailleurs une activité politique, tu as une activité associative, tu es également chercheuse, tu es sur des thématiques qui sont des thématiques qui t'exposent médiatiquement, tu fais ce qu'on pourrait appeler une forme de recherche impliquée, suivant les termes que nous, on essaye de définir un peu ici. Et je me demandais comment tu pouvais articuler ces différents positionnements, en fait. Comment est-ce que tu fais pratiquement pour rester chercheuse en intervenant dans des associations où tu es par ailleurs active comme militante? Alors, je vais peut-être répondre à 2 questions. Donc, sur la question de la réflexivité des acteurs, qui est particulièrement importante. Et grâce à laquelle, en plus, je dois rendre hommage. Enfin, j'aurais pas pu faire de terrain. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait une ouverture sur les sciences sociales, parce que ces médecins, c'est des lecteurs de Foucault, enfin, voilà, il y a une ouverture aux disciplines que le terrain aussi a été rendu possible. Donc, alors, du coup, comment faire? Alors, après le moment de grande inquiétude auquel tout doctorant est confronté en se disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, quand j'ai commencé, c'était du coup un questionnement. La réponse, j'ai choisi de la faire en 2 termes. C'était de restituer un espace des points de vue, du coup. C'est-à-dire que ce débat, il est très intense, par exemple, dans telle association où ces arguments vont être pensés, développés, nourris par des lectures, mais sans forcément avoir la connaissance de cet espace des autres points de vue. Donc, du coup, c'était d'aller à la fois rendre compte de cette réflexivité, mais de la resituer comme un élément parmi d'autres dans le champ associatif des positionnements. Et à côté, il y avait d'autres associations qui se posaient la question dans d'autres termes. Et ça me paraissait important, du coup, de pouvoir restituer cet ensemble. Et du coup, d'avoir une ethnographie multisituée, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis, donc ça, c'est un élément de réponse. L'autre qui est en continuité, c'est d'essayer aussi d'alimenter le débat, enfin cette implication. Donc, en même temps, elle est. J'ai pris le parti de ne pas faire de terrain là où j'étais engagée bénévolement au départ. Par exemple, les personnes que j'ai
que j'ai suivies dans la demande d'asile en tant que bénévole, à l'époque où j'étais bénévole à la CIMAD, c'est des personnes avec lesquelles je n'ai fait d'entretien que plus tard, quand j'étais plus bénévole dans l'association. Je leur avais par ailleurs expliqué que je faisais une thèse, mais c'est venu après et une fois que la procédure était terminée. Donc il y avait comme ça des éléments qui me paraissaient importants à tenir. L'association dont je parle beaucoup dans l'ouvrage, c'est une association, j'ai intégré le conseil d'administration à leur demande après. Je n'étais pas à l'époque engagée dans l'association, donc ça aide. Et après, sur le positionnement, je pense que politique, je pense que c'est important que ces recherches qu'on produit, elles servent à nourrir le débat. Donc, moi, ce qui m'importe énormément, c'est le temps de la restitution des recherches, c'est-à-dire de pouvoir contribuer à créer des réunions dans lesquelles ces résultats ils vont être discutés, exposés, présentés, et que ça reste pas uniquement l'objet d'articles qui sont aussi importants dans le monde académique, soumis à l'évaluation des pairs, mais qu'il y ait d'autres espaces où ces articles-là soient discutés. C'est plutôt comme ça que je le conçois. Et après aussi, il y a des fois où cette expertise qu'on acquiert sur un domaine, elle nourrit notre positionnement citoyen, où on va peut-être prendre part des fois à des tribunes. On le fait nourrir par cette expertise, mais on le fait en tant que citoyen, parce que voilà, et de le rappeler aussi que c'est nourri de cette expertise, mais que là c'est en tant que citoyen qu'on parle aussi dans cet espace politique, pas qu'en tant qu'expert, mais en tant que citoyen nourri d'une expertise. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant ce petit complément qu'on avait maintenant par rapport à ce que vous avez présenté, et puis de vraiment savoir un peu où vous vous positionnez et qu'est-ce que vous faites avec tout ça. Mais je pense que c'est le moment pour ouvrir aussi le débat au public. Donc, il y a 2 microphones avec 2 assistants qui sont en route. Il y a des questions. Voilà. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors très brièvement, je voulais juste ouvrir en fait un peu cette réflexion très pertinente par rapport à justement tout ce qui est la preuve par le corps, au-delà de la thématique de l'asile. D'une part, si on l'utilise avec la perspective de genre, bien évidemment, ça amène des réflexions très intéressantes sur notamment les examens qu'on fait pour les corps des sportifs athlètes, pour voir est-ce qu'ils ont le droit de concourir parmi dans les groupes féminins ou masculins. Et pour peut-être faire un petit lien avec la Suisse, pour ma part, je travaille sur les institutions de la Suisse qui prennent en charge les victimes de violences conjugales. Et puis, c'est tout à fait intéressant de voir comment, effectivement, les enjeux que vous discutez, donc tout ce qui est le corps souffrant qui devient légitime et puis qui remplace en fait la parole des femmes pour finalement être utilisé à la place de sa parole dans les cours par les certificats médico-légaux. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Commentaire, question, ou est-ce que vous aimeriez réagir? Mais je pense qu'il y a des ponts à faire, effectivement, parce que c'est un certain nombre de situations dans lesquelles des individus sont engagés dans un processus de reconnaissance, dans lequel ils cherchent à faire reconnaître une situation de violence, où il n'y a pas forcément de témoins, et où ce qui est en jeu, c'est la parole et comment on parvient à se faire entendre et avoir une parole ou non accréditée. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de similarités avec d'autres procédures dans lesquelles les enjeux sont relativement proches. Oh là là. Peut-être on prend les 3 et vous répondez en 3 et après on continue. Ça vous va? On fait comme ça.
Merci beaucoup. D'abord, j'ai une question d'un non-spécialiste. Vraiment, je ne travaille pas du tout sur ces questions-là. Vous avez dit que ces procédures étaient très opaques. Est-ce qu'il n'y a pas de codification malgré tout? Est-ce que ces codifications sont variées entre les pays, du recours à la preuve médicale, psychologique? Qu'en est-il de la codification, de cette intervention des médecins, des experts psychologues? Ouais. C'est une première question. Et l'autre question, c'est, ce qui me paraît intéressant, c'est la question aussi des biomarqueurs. Parce que le biomarqueur le plus évident, c'est la trace de violence physique par la cicatrice, etc. Mais dans le cas de violences psychologiques, dans le domaine médical, il y a énormément d'incertitudes et beaucoup de débats sur ce qui constitue un biomarqueur de la stigmatisation, de l'exclusion, d'une série de choses qui peuvent être je sais que vous avez travaillé un peu sur les questions de maladie mentale en relation avec les migrants. Est-ce qu'il y a là aussi, quels sont les termes du débat sur cette question de biomarqueurs au-delà de la chose la plus évidente qui est la trace corporelle? Donc deux questions finalement. Alors, j'ai forcé un petit peu le trait, comme dans toute présentation un peu rapide, enfin, où il faut aller rapidement. L'opacité, elle concerne plus les usages des certificats médicaux, j'ai envie de dire, que leur production, parce que on a des standards qui sont produits, et on a ce fameux protocole d'Istanbul qui, par exemple, dans les services de médecine légale, qui en France sont, pour certains en province, convoqués dans ce rôle d'expertise dans la demande d'asile. On utilise ce protocole, on s'y réfère, c'est la norme. Au sein d'associations, il y a des guides qui ont été produits sur comment mener une expertise médicale avec des demandeurs d'asile, où justement là on voit des positionnements différents parce qu'il y a l'idée justement que on est dans une procédure informelle, par exemple en France, donc qu'il ne faut pas aller aussi loin dans l'intrusion. Par exemple, si ce qui est recommandé en termes de photographie était présenté dans le milieu associatif, je pense que ce ne serait pas forcément accepté par les médecins, au nom du fait que justement ils sont pas convoqués dans un cadre formel où cela leur est imposé. Donc, comme ils sont en milieu associatif, qu'en plus pour certains c'est leurs patients, il y aurait l'idée de faire primer cette question du respect de la, peut-être ce qu'ils exprimeraient peut-être en termes de dignité ou de ne pas être trop intrusif et donc de ne pas utiliser la photographie dans ce mode d'expertise. Alors que ça peut être recommandé par ailleurs dans des articles, je pense à un article de Social Science and Medicine où la section d'Amnesty International des Pays-Bas recommandait l'usage de la photographie. Donc on a des normes qui sont produites par ce corps médical qui ne sont pas totalement stabilisées, mais on a quand même par contre des protocoles relativement stables comme celui d'Istanbul qui sont une référence, mais pas utilisés de la même manière, je pense, par tous les acteurs. Ça, c'est un premier élément. Là où c'est moins standardisé, c'est plutôt au sein des institutions, des administrations de l'asile, où là... mais ça mériterait une enquête plus approfondie. J'ai pas accès, parce que c'est un terrain très difficile d'accès. Il faudrait avoir accès à à plusieurs administrations de l'asile en Europe, puis voir en interne s'ils ont produit des guides pour ça serait intéressant, hein, surtout dans le contexte européen où on a l'idée d'harmoniser les procédures. Alors est-ce que du coup l'agence européenne EASO, qui est chargé d'être le bureau européen de l'asile et de contribuer à cette harmonisation, est-ce qu'à un moment donné, ils vont sortir un guideline et que les agents vont s'en emparer? C'est une vraie question qu'on peut se poser et qu'il faudrait aller poser dans une enquête, je pense, approfondie. Là, pour le moment, j'ai pas d'éléments de réponse et à l'époque où je faisais mon terrain, les gens n'évoquaient pas, en France en tout cas, un tel guide dans les institutions de l'asile. La deuxième question, c'est sur le débat autour des biomarqueurs et plutôt donc de la question du psychotraumatisme en fait. Donc c'est une question
controversé, je pense. De ce point de vue-là, effectivement, il y a différents positionnements. Ce qu'on peut observer en tant que sociologue, c'est que dans les certificats produits, entre les années 1980, si on examine le corpus des certificats dans les années 80 et celui qui est produit aujourd'hui, ce qui prime dans la terminologie, c'est la catégorie de psychotraumatisme telle qu'elle a été standardisée au niveau international avec le DSM et puis le CIM aussi. Donc ça, c'est une catégorie et donc on va se référer à ces éléments. Pour autant, quand on fait des entretiens avec des personnes qui sont engagées dans le processus de réhabilitation de la santé mentale des demandeurs d'asile, ils ont un discours très nuancé sur ces questions d'expertise en disant que ce qu'ils observent en consultation, c'est aussi déjà un certain nombre d'autres symptomatologies, même si c'est celle-là qui est aujourd'hui la plus reconnue, dépression réactionnelle, donc une multitude d'autres catégories qui pourraient être mobilisées et qui le sont un peu moins peut-être. Et surtout qu'il y a une intrication des facteurs aujourd'hui qui reste difficile à démêler et qui le sera d'autant plus, j'ai envie de dire peut-être dans les années à venir, qu'on voit combien les parcours d'exil s'allongent, se précarisent et deviennent eux-mêmes traumatiques. Donc, c'est-à-dire que finalement, la symptomatologie qui va être observée, elle peut être la trace de violences subies dans le pays d'origine, mais auxquelles peuvent s'ajouter aussi un certain nombre d'événements traumatiques qui font écho dans l'espace psychique du sujet, mais qu'ils ont subi en Libye avant de passer, ou en mer quand ils ont vu leurs compagnons mourir, ou dans la rue quand ils ont été exposés à la violence parce qu'ils n'avaient pas de centre d'hébergement. Donc ça complexe. Je pense que pour un expert, ça doit rendre la restitution de cette complexité des parcours extrêmement compliquée aujourd'hui. Il y avait Christine Ackermann. Merci. Alors, je vais faire court parce qu'on aura aussi l'occasion d'en discuter demain lors de notre atelier. Je voulais juste me donner 2 compléments peut-être pour le cas de la Suisse parce que ça, c'était aussi un peu une question. Donc, une chose qui me semble intéressante, c'est que la Suisse connaît depuis 2014 une clause qui dit à quel moment dans la procédure d'asile, normalement, on devrait faire entrer des motifs médicaux pour la procédure d'asile. Et j'en sais rien sur la pratique. Je crois qu'il y a probablement dans la salle d'autres personnes qui savent comment c'est appliqué concrètement. Mais ça me semble intéressant ou mon interprétation en tout cas de cette clause, c'est que on essaye d'éviter des abus de ces certificats médicaux ou de ces motifs médicaux dont on sait qu'ils ont une certaine importance dans la procédure. Donc ça, j'en sais rien sur comment ça se passe dans d'autres pays, mais je pense que ça c'est peut-être un élément. Et puis un autre point, vous avez soulevé la question ou aussi Marianne Frésia, dans quelle mesure c'est une discussion autour de ces certificats médicaux. Donc je ne sais pas grand-chose sur les associations, mais les médecins sont quand même ont pris position, je dirais en tout cas dans 2 contextes dont j'ai connaissance. Donc c'est d'une part que des pédiatres ont commencé à refuser de faire des analyses osseuses pour déterminer l'âge des mineurs. Alors où il y a vraiment aussi de l'association des pédiatres, une prise de position. Et d'autre part, il y a eu des débats autour de l'implication des médecins dans les vols de renvoi. Alors dans ces vols spéciaux où beaucoup de médecins ont dit non, ça c'est contre notre éthique et que là on veut pas s'associer. Et puis il y a eu la création, la fondation d'une agence spécialisée de médecins qui met maintenant à disposition de la Confédération ces services. D'accord, voilà, merci. donc c'est plus des commentaires. Est-ce que vous aimeriez réagir ou est-ce qu'on prend une dernière question parce que le temps avance? Oui, justement.
ne vous avez pas oublié. Moi, je travaille en fait comme assistante sociale dans une unité spéciale, enfin une petite unité en fait en psychiatrie qui s'appelle Psy et Migrants. Et puis on a un bout comme mission de sensibiliser les professionnels du département à leur travail avec les patients migrants. Et puis dans notre équipe et puis peut-être dans les équipes un peu amis, j'allais dire, dans le sens qui ont une clinique vraiment qu'avec des patients migrants et qui sont confrontés systématiquement à ces demandes de certificats, il y a un peu les mêmes débats que vous avez, je trouve, restitués de manière très intéressante dans votre présentation. J'avais l'impression d'entendre un peu les voix des uns et des autres qui résonnent dans des débats qu'on a en fait régulièrement, même si on a une petite équipe, qu'on reprend régulièrement en fait au vu aussi de notre questionnement sur l'impact qu'ils ont ou pas. Après, il y a une dimension en fait que je me demandais si vous aviez un bout dont je me demandais si vous aviez eu des échos, c'est qu'en fait, on fait donc des formations itinérantes pour essayer d'aller toucher un petit peu les soignants qui sont pas forcément les plus sensibilisés, qui viennent pas forcément chercher des conseils auprès de nous. Et puis là, dans les équipes, il y a aussi des médecins qui expriment le fait qu'ils refusent un bout de faire ces certificats, qu'ils le font en tout cas pas quand les patients le demandent, éventuellement si les juristes le demandent, et puis ça, ils le justifient d'une certaine manière. Enfin, c'est des situations plutôt où ils se sentent instrumentalisés, Enfin, quand on pousse un peu le questionnement, on observe qu'eux, ils associent à ce geste une forme d'acte politique, en fait, dans un contexte où leur position personnelle fait écho un peu avec le contexte de fermeture, puis ils ont l'impression de prendre parti pour le patient. Et voilà, du coup, ça rentre plutôt en contradiction avec un esprit un peu de fermeture, sur juste leur idéologie. Vis-à-vis du contexte migration. Puis, du coup, je me demandais, si c'est aussi une dimension qui avait été explorée un bout dans votre recherche, parce que je pense que c'est quelque chose qui est présent justement quand on est confronté à ceux qui font un peu moins ces certificats, mais qui sont appelés parfois à le faire et qui refusent peut-être pour d'autres raisons, ou ça crée d'autres débats en tout cas. C'est une dimension intéressante. Ça, c'est un des effets du terrain. Comme j'avais un ancrage dans certaines associations, c'est pas forcément un positionnement que j'ai pu observer. En revanche, ça mériterait d'être exploré. Enfin, c'est vrai qu'en médecine libérale, en France, donc hors du secteur associatif, les personnes qui avaient un médecin traitant et puis qui lui demandaient un certificat, ça m'est arrivé de voir dans des cabinets médicaux, en observant un peu, nous ne fournirons pas de certificats médicaux dans des quartiers populaires avec une part importante de population immigrée, donc parmi lesquels des demandeurs d'asile, de voir. Mais c'était plutôt en général, là encore, des médecins très engagés sur la question de santé et immigration. Ça vaudrait le coup d'aller explorer des personnes qui refusent pour d'autres motifs, mais j'en ai pas rencontré. Là, il y a un biais de recrutement, sans doute, qui est important et qu'il faudrait lever. Je sais pas de quelle manière, parce que souvent, ces médecins-là, en France, c'est des médecins qui sont peut-être moins disposés à faire des entretiens. Alors, comment recueillir leurs paroles, c'est pas évident, oui, je pense. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut s'arrêter ici, vu l'heure avancée. Et j'aimerais vraiment vous remercier au nom de nous tous et toutes, je pense, pour cette conférence et aussi pour le débat. Et on peut continuer le débat avec un verre, plus informellement. Donc, on vous invite pour un petit verre. Voilà. Merci beaucoup. Et merci beaucoup.